Maghreb Orient Express, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Au sommaire, ce soir, la guerre 2.0, la guerre numérique. 2 ans et demi après le début des soulèvements en Méditerranée, les réseaux sociaux restent une source importante d'informations avec un incroyable pouvoir de mobilisation. Et pourtant, la liberté d'expression n'a jamais été aussi malmenée depuis. 3 invités avec nous ce soir dans MOE. Bienvenue à tous les 3. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mounir Ben Salah, ingénieur, blogueur, vous êtes membre de l'Organisation marocaine des droits humains, l'OMDH, également membre du mouvement Anfas pour la démocratie, et vous êtes l'auteur de Réseaux sociaux et révolution arabe avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Michalon. Fawzia Farida Cherfi, brillante physicienne, professeure à l'université de Tunis, auteur de La science voilée chez Odile Jacob. Vous avez été secrétaire d'État tunisienne à l'enseignement supérieur dans le tout premier gouvernement post-Ben Ali avant de démissionner. Nicolas Diaz, vous êtes activiste, responsable des systèmes d'information à la FIDH, ONG de défense des droits humains. Alors, activiste, Nicolas Diaz, avec un HACK, contraction des mots hacker et activiste. Alors, peut-être un mot d'abord sur ce qui se passe en Turquie. On a vu 2 jours de manifestations. Alors, sur la place Taksim, le calme semble revenu. Il y a en revanche des rassemblements aujourd'hui à Ankara. Comment les réseaux sociaux réagissent à ce qui se passe dans ce pays de la Méditerranée ? Écoutez, on a eu quelques nouvelles fraîches de la Turquie, notamment d'Istanbul et précisément du quartier de Taksim. Ça s'est apparemment déplacé du côté d'Ankara. On a quelques rapports qui mentionnent des actes de censure, notamment sur les réseaux sociaux que l'on connaît. On a du mal à identifier si c'est globalisé à l'échelle du pays ou si c'est simplement une saturation ciblé sur Istanbul. En tous les cas, il y a un énorme mouvement de solidarité avec la société civile turque. Je crois qu'on ne peut pas comparer hâtivement ce qui se passe en Turquie avec les soulèvements précédents dans le monde arabe, mais en tous les cas, quelque chose de prégnant est en train de se passer. Et notamment, je garde une seule image, c'est le devoir civique des Turcs, des manifestants qui, après les heurts, après les violentes confrontations avec la police, ont pris la peine de nettoyer le quartier parce qu'ils y sont très attachés. Et là, on s'aperçoit que, au-delà des droits humains, on a vraiment une protection de l'environnement qui est chère à la société civile turque. Mounir Ben Salah, aujourd'hui, Twitter, YouTube, Facebook, on les nomme ici, ce sont des marques. En principe, on ne devrait pas le faire, mais à titre informatif, on va être obligé ce soir de les nommer. Ça marche encore aujourd'hui en Méditerranée, quelle que soit, comme le dit Nicolas Diaz, la spécificité de chacun de ces pays ? Effectivement, ça marche toujours, mais il y a disons un peu moins d'illusions que ce qui a été avant, où on parlait notamment de révolution Facebook ou révolution Twitter, donc il y a moins d'illusions. Mais par contre, c'est aussi un moyen de promouvoir les droits humains et puis de continuer un peu les combats qui sont toujours là. Avec toujours ce côté instantané. Hein. Effectivement. Fawzia Farida Cherfi, il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc Ben Ali quittait la Tunisie. Tout ce qu'on voit aujourd'hui en Turquie, encore une fois, toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, c'est quand même un peu grâce à vous, les Tunisiens, non ? Nous avons été les premiers, oui. Et pour revenir à Facebook, Facebook a quand même joué un rôle de catalyseur. C'est vrai que la situation commençait à être critique depuis 2008, les fameux événements de Rdeyf, la région minière. Donc les raisons étaient essentiellement économiques, mais Facebook a été le relayeur. Dès 2008 déjà. Dès 2008 déjà, et en fait dès 2008 il y a toujours une surveillance internet qui a été de plus en plus présente à partir de 2008. Oui. Alors Mounir Ben Salah, dans Réseaux sociaux Révolution arabe, vous parlez notamment des grandes figures des réseaux sociaux, Lina Ben Henni, Wael Abbas, Ibn Kafka ou encore Wael Ronim. Vous faites également des interviews, et notamment celle de Dima Khatib, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, où elle se trouve à Abu Dhabi. Bonsoir Dima Khatib.
Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir dans MOE. Alors, vous êtes journaliste, blogueuse, vous êtes réputée influente, c'est comme ça qu'on vous présente souvent, et fiable aussi, ce qui n'est pas le cas sans doute de tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous avez tweeté tout à l'heure quelque chose que j'aimerais lire à propos de la Turquie. Vous avez d'abord dit dans un premier temps en forme de clin d'œil Taksim, Tahrir, finalement c'est un peu la même chose, mais très vite vous avez écrit « Sérieusement, la Turquie ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas un pays arabe. Et je ne suis pas en train d'imiter Moubarak quand il disait « L'Égypte n'est pas la Tunisie ». Expliquez-nous le sens de votre propos. En fait, ça commence par mes observations en regardant un peu ce que les gens tweetent sur la Turquie, ce qu'ils écrivent aussi sur Facebook, notamment en langue arabe depuis les pays comme l'Égypte, la Syrie, la Tunisie. Et je constate que les gens comparent les deux situations, la Turquie et leurs pays respectifs, d'une façon que je trouvais absolument drôle, tout d'abord parce qu'ils faisaient des blagues qui faisaient des références aux révolutions arabes, mais aussi d'une façon que je trouvais pas très réaliste, dans le sens où la Turquie n'est pas un régime arabe, comme je le dis bien sur Twitter. C'est quand même une démocratie, ils ont des manifestations, ils ont évidemment, la police a utilisé la force, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comme la Syrie ou l'Égypte. Donc j'ai fait cette référence parce que Taksim, Tahrir, j'ai vu que les gens nettoyaient le quartier, c'était exactement la même chose à Tahrir. Donc il y a des choses en commun, mais en même temps on ne peut pas parler de la Turquie comme on parlait de Moubarak ou de Ben Ali. Certains ont même d'ailleurs comparé sur la page Facebook de Maghreb Orient Express les deux drapeaux tunisiens et turcs en disant qu'ils étaient de la même couleur et qu'ils se ressemblaient. Sur les réseaux sociaux, Dima Khatib, vous, on sait que vous prenez des précautions sur les sources, vous sourcez, vous parlez en ce moment beaucoup de la Syrie. Est-ce que vous rencontrez des obstacles dans votre travail au quotidien ? Absolument. En fait, ça devient de plus en plus difficile de vérifier les sources, de vérifier les vidéos. En ce moment, j'évite de publier des vidéos de la Syrie, par exemple, parce que c'est très risqué. Les vidéos, on ne sait jamais d'où ça vient. Souvent, le régime, en fait, publie des vidéos sur YouTube en faisant passer les vidéos comme des vidéos de la révolution, de la révolution ou de l'armée syrienne libre, etc. Et donc, il y a toujours des pièges. C'est très difficile de vérifier. Et en plus, même l'information n'est plus vraiment l'information qu'on connaît avant. L'information est vite transformée en une non-information, parce qu'on découvre que peut-être la source est un site web qui a été créé juste pour cette information. Après, le site web disparaît. Ça m'est arrivé avec la Syrie. Donc, je publie très peu d'informations sur la Syrie parce que justement, je ne veux pas perdre ma crédibilité. Alors restez avec nous, Dima Khatib, on vous retrouve dans un instant en direct donc d'Abu Dhabi. Mounir Ben Salah, j'aimerais revenir sur les risques que rencontrent les activistes, les blogueurs, ceux qui s'emparent finalement des réseaux sociaux. Quels sont aujourd'hui les coups portés à la liberté d'expression ? De toute manière, là où j'ai expliqué un peu dans mon livre, l'idée de dire aussi qu'il y avait des cyberactivistes, c'est 10 ans aussi d'activisme. C'est des gens qui généralement ont blogué depuis des années, sous Moubarak ou sous Ben Ali ou sous d'autres régimes, même des Syriens. Je fais référence à Razan Marlibi ou Razan, il y a pas mal de blogueurs de toute la région. C'est un peu 10 ans d'activisme. C'est un peu aussi cet aspect-là qui fait que ces gens-là étaient un peu, je reprends un peu le titre d'un blog marocain qui disait comme une bouteille jetée à la mer. Donc c'était des gens qui ne croyaient pas effectivement que ça allait bouger à un certain moment, mais par la suite, donc, il y avait la rue qui a repris un peu le flambeau. Il y a le passage effectivement de 2008 qui a été intéressant, donc qui faisait un peu recréer l'espoir dans une mobilisation. C'est vrai que c'était socio-économique. On le voyait en Tunisie, au Maroc, en Égypte et un peu partout. Mais 2011 aussi a été libérateur, mais c'est les Tunisiens, pour la première mobilisation. Et donc, du coup, ces cyberactivistes ont été depuis longtemps, des cibles particulières des régimes. Pour les régimes en place. Allez-y, oui. Ça reste toujours le cas. On le voit toujours, même par rapport à des régimes qui sont venus par la suite. On pourra en parler, parce que
le flicage est toujours le même. On surveille, on contrôle. C'est toujours pareil, quoi. Alors justement, Nicolas Diaz, il y a une affaire assez retentissante en ce moment, c'est celle de Blue Coat, une société américaine qui qui a d'ailleurs, on le sait maintenant, qui a installé 34 nouveaux serveurs en Syrie. Alors, ce qui a pas une forme d'hypocrisie entre un discours de dirigeants politiques et des relations internationales, et puis finalement des pratiques qui existaient avant les printemps arabes et qui continuent aujourd'hui. Donc on peut lire les courriels, on peut connaître les sites visités par les internautes, censurer des sites. Oui, on peut faire même pire, c'est-à-dire qu'on peut créer des faux Gmail, des faux webmail, on peut finalement rentrer dans l'intimité des gens. C'est pas nouveau, Blue Coat est ni plus ni moins qu'un concurrent d'Amesis. En fait, mais qui est lui français. Oui, qui est lui français. Et en fait, c'est une nouvelle tendance. En fait, on a affaire à travers ce type de corporation finalement une prise de part de marché, une concurrence qui s'exécute et qui permet grâce notamment à l'infrastructure d'un pays tel que la Syrie, où ça a été le cas notamment en Tunisie, on a un phénomène d'entonnoir en fait. Il y a une arrivée de l'Internet syrien qui est unique, qui je crois, arrive au niveau de la ville de Tartouz. Il s'avère qu'il y a eu plusieurs coupures, et ces coupures, concernant notre communauté, et notamment chez les hackers et activistes, nous a interloqués. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un blackout, mais qui n'était pas nécessairement, qui n'avait pas nécessairement objectif de censurer ou de couper l'Internet syrien. Il s'avère, et on a encore toujours un manque d'éléments et de preuves, que c'était l'opportunité pour eux d'installer ce type d'outils de surveillance. Oui, d'ailleurs, ce genre de société s'en défend. Nous respectons et soutenons pleinement les droits de l'homme, dit même Blue Coat. Amesis en Libye, pareil, disait finalement, nous, ce n'est pas de notre faute, nous, on vend un matériel, et après, s'il est destiné à espionner, ce n'est pas de notre faute. En même temps, c'est un peu le propre de ces outils de communication. Faouzia Farida Charfi, on va venir très rapidement à votre livre. Alors, vous dites, la science voilée, c'est le titre. Donc, les faussaires, finalement, on pourrait dire les faussaires de la science, est-ce qu'ils s'inspirent, est-ce qu'ils s'emparent de la toile justement pour divulguer leur... Tout à fait. La toile est devenue un amplificateur des idées concordistes qui ont commencé vers les années 70, c'est-à-dire qui consiste à dire toute la science existe dans le texte coranique, la science moderne n'a rien apporté, le Big Bang, tout ça existait. Et effectivement, Internet regorge de sites. Bon, ne parlons pas du site Harun Yahya, le fameux site turc qui avait sorti voilà, la thèse anti-Darwin, le fameux atlas de la création qui avait été distribué en 2007. Mais au-delà de Harun Yahya, le nombre de sites, et là, justement, la science est magnifique, mais la science aussi peut donner le moyen à des personnes de la détourner, justement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est cela? Eh oui, on y revient. Le concordisme, c'est quoi? C'est finalement de faire concorder le texte sacré avec finalement la science et ses fondements? De considérer que le texte sacré contient toute la science et que les scientifiques aujourd'hui, je reproduis dans mon livre par exemple un passage dans un des sites où on fait parler un prédicateur face à un homme de science qui explique c'est quoi le Big Bang, les trous noirs, etc. Et le prédicateur dit mais vous avez mis combien de temps pour trouver ça? Oh, il lui dit à peu près plus de 50 ans. Il dit oui mais nous ça fait plus de 10 siècles, ça fait 14 siècles qu'on le sait, donc bon c'est assez naïf, mais malheureusement... et concrètement, en Tunisie, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce qu'il y a des conséquences dans les universités tunisiennes, des pressions exercées sur l'enseignement de certaines disciplines? Oui, il y a des conséquences parce qu'il y a effectivement des personnes qui considèrent que la théorie de l'évolution touche à la croyance, ce qui normalement ne devrait pas être le cas, puisque les premiers siècles de l'islam... vers le Xe siècle déjà, on a commencé à émettre des hypothèses comme quoi les espèces humaines évoluaient et que l'homme est un des chaînons finalement de cette évolution. Ben Khaldoun a écrit des textes magnifiques sur l'évolution. Mais aujourd'hui,
en fait, il y a une sorte, et Internet, pour y revenir, a amplifié justement ce mouvement des islamistes pour considérer que, voilà, ils sont modernes, entre guillemets, ils prennent des bouts de science, en réalité, je les appelle les faussaires de la science. Alors, précisément, c'est une minorité des musulmans, c'est un groupe activiste. Comme aux États-Unis, on a d'ailleurs les néo-créationnistes qui militent aussi sur Internet pour faire passer cette thèse. Voilà. Et donc, il y a une forte inspiration, justement, de la littérature créationniste et néo-créationniste, donc la fameuse science de la création, qui inspire beaucoup de sites, et puis le mouvement Intelligent Design, le dessin intelligent, qui inspire effectivement beaucoup de sites islamistes, et donc ça n'a rien à voir avec la majorité des musulmans. De toute façon, la lecture littérale de la Bible, il n'y a pas de correspondance au niveau du texte coranique. Alors, Dima Khatib, je me retourne vers vous. Il y a une dimension aussi importante, une évolution, si l'on peut dire importante, dans les réseaux sociaux et sur Internet. C'est que finalement, les régimes en place, les gouvernements des différents pays en Méditerranée ont bien compris tout l'intérêt d'Internet. Comment est-ce qu'ils ont réagi ces derniers mois, justement, pour faire face aux activistes ? J'étais récemment au Koweït, par exemple. Ça, c'est un des pays qui commence à poursuivre les blogueurs et les tweets, en fait, surtout les gens qui écrivent sur Twitter. Un tweet peut coûter très cher au Koweït. J'ai vu des blogueurs qui étaient dans des procès, des poursuites par la police chez eux, des pressions sur les parents. Ça arrive aussi en Arabie Saoudite, par exemple. Il y a des activistes, surtout des femmes, où la police ou quelqu'un de très important appelle les parents ou le mari, dit si elle n'arrête pas de tweeter, on va faire ça ou on va faire ceci. Et donc la tweeteuse ou la blogueuse arrête d'écrire sur Internet. Il y a aussi des cas comme la Syrie, par exemple, où carrément les gens, évidemment, sont pris par le régime à cause de ce qu'ils écrivent. Mais ce que je veux, en fait, je veux faire la différence entre ce qui était le cas au début des révolutions arabes et le cas aujourd'hui, c'est-à-dire au début, Twitter, Facebook, YouTube, c'était vraiment aux gens, à nous, aux journalistes, aux blogueurs, etc. Maintenant, les régimes, depuis le Bahreïn, c'était en fait le premier pays qui a utilisé une armée électronique pour poursuivre les gens sur Internet et aussi pour changer l'image de Bahreïn et pour émettre donc des messages qui sont contraires aux messages qu'écrivent les blogueurs. Et c'était la Syrie qui a développé, selon moi, le réseau le plus efficace, si on peut le dire, sur Internet pour donc faire une vraie guerre contre les blogueurs et les tweeters et aussi en général pour changer l'image et l'opinion publique et pour jouer aussi le jeu sectaire parce que c'est ça ce qui se joue en Syrie en ce moment. Alors Dima Khatib, vous faites l'unanimité des réactions en plateau en tous les cas. Nicolas Diaz peut-être, avant Mounir Ben Salah. Je voulais rebondir sur le cas du Bahreïn qui est très intéressant et qui nous touche particulièrement à la FIDH. Car Nabil Rajab, notre secrétaire général, est toujours en prison. Il a été inculpé par 2 fois, principalement. Une fois parce qu'il avait tweeté à 2 reprises pour un appel à manifester, donc sans violence, bien évidemment. Et la première fois, il avait été donc, telle une figure de proue, arrêté et menotté et finalement emporté. Et donc, par la police, il a été battu. Et c'est vraiment... comment dire, c'est assez effroyable. Et en termes de cyberguerre, je rejoins complètement les propos qui ont été dits sur ce plateau. Certains régimes, maintenant, sans vergogne, recrutent des mercenaires. Des mercenaires, mais sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet, qui leur permettent d'identifier, de qualifier et finalement d'arriver à couper des têtes. Sauf qu'en même temps, si vous parlez de guerre, ça veut dire que de l'autre côté aussi, on connaît Anonymous, il y a aussi des pratiques très libertaires et il y a des actions musclées. Il y a eu des sites piratés aux États-Unis, en Israël. Il y a une réponse peut-être musclée parce qu'il y a aussi des activités des hackers qui, eux, n'hésitent plus à s'en prendre directement à des gouvernements.
Alors moi, là ici, je ne parlerai pas d'Anonymous car je n'en fais pas partie. En revanche, on a aujourd'hui une nouvelle génération de défenseurs des droits de l'homme. On parlait des activistes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Tous ont un ADN commun, j'entends, avec les défenseurs traditionnels des droits de l'homme. Et ils ont une faculté d'indignation, une faculté de désobéissance civile. Et malheureusement, pour certains, ils ont connu la torture. Donc tout ça fait d'eux... On ne peut pas les mettre sur un même plan, vous voulez dire aussi, en tous les cas. On ne peut pas les mettre sur un même plan, mais en tous les cas, à la FIDH et à travers le cas de Nabil, on se rend compte qu'il y a une nouvelle génération qui émerge et qu'aujourd'hui, on est passé d'une étape de censure à une étape de surveillance et maintenant de coupeur de tête. C'est-à-dire on coupe les figures de proue. De répression quitte à les mettre en prison. Voilà, et certains régimes, sans vergogne, encore une fois, profitent de cette impunité en disant à qui le tour. Juste, alors peut-être vous vouliez réagir aussi à ce que dit Adima Khatib, sur cette question. Je voulais juste confirmer, enfin, si on prend un peu l'exemple du Bahreïn, on prend l'exemple de Mariam El Khawaja, par exemple, où c'est une attaque frontale, des gens, ils attaquent, même sur le plan personnel tous les jours. On avait en Tunisie les attaques contre les gens, contre l'INA, par exemple, ou contre d'autres personnes. On intimide. Contre El Rounaim en Égypte. C'est surtout cette nouvelle façon où les régimes s'accaparent un peu les mêmes rôles d'activistes dans le sens négatif pour attaquer les personnes et détruire surtout ces images de personnes révoulots et tout ça. Alors il y a un aspect particulièrement intéressant dans votre livre. Les activistes sur Internet, ce n'est pas seulement pour dénoncer une politique, un gouvernement, c'est aussi pour mener des débats de fond de société et notamment pour aborder des questions tabous comme la sexualité sur Internet. On peut poser des questions qu'on ne poserait pas dans un débat, dans un théâtre, dans une conférence sur Internet. C'est aussi ça le rôle des réseaux sociaux? Ah non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est une alternative. Quand je parlais de 10 ans d'activisme dans la région arabe, je parlais aussi, parce que c'est une particularité où c'est généralement, c'est des sociétés plus ou moins bédouines, plus ou moins conservatrices. Et puis, Internet a été à un certain moment à la marge de la société, surtout avec des taux de pénétration au début qui étaient très réduits. Donc, les gens, les pionniers, discutaient un petit peu à la marge de la société de ce que pouvait avoir comme débat de fond. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Maroc, où on a plus de 60% de taux de pénétration. La donne n'est plus la même. Donc, quand il y a ces discussions-là, c'est un sujet de société qui se fait. On parle de laïcité, on parle de débat, de régime. Et les gens peut-être donnent plus leur point de vue, osent plus donner leur point de vue. Aujourd'hui, il y a quand même un côté pervers, c'est-à-dire aussi, les gens connaissent qu'il y a beaucoup de faux profils, il y a beaucoup de flicage. C'est assez compliqué, exactement. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Fawzia Farida Charfi, sur cette question justement d'Internet qui pourrait permettre d'aborder des questions tabous. Vous, à titre personnel, vous y allez? Est-ce que vous en servez? Même si on l'a dit, vous êtes physicienne dans la vie. Est-ce que vous allez sur Facebook, sur Twitter pour défendre certaines... On l'a dit, vous l'avez fait d'ailleurs, solidarité avec la Turquie. Vous le faites sinon sur quel sujet? Je l'ai fait sur les libertés d'abord. Beaucoup plus que... Pour moi, c'est plus une manière de propager des idées. Et là, je rejoins complètement Mounir. Et je crois que justement, c'est important de faire passer, par exemple, des déclarations sur le combat des femmes, sur ma vision de la société, beaucoup plus que comme outil politique. Je trouve que, justement, on a une œuvre pédagogique à réaliser aussi, et peut-être Facebook joue ce rôle de transmetteur, en fait, de sujets qu'on ne pourrait pas... C'est aussi un outil qui permettait, devant le monopole des régimes, des médias de masse, la télé, la radio et tout ça, c'était l'outil un peu des gens ordinaires, finalement, gens ordinaires de pouvoir... Alors on va retourner voir Dima Khatib, qui est toujours avec nous en direct d'Abu Dhabi, journaliste palestinienne née en Syrie. Alors vous parlez, je vais prendre mon souffle, vous parlez plusieurs langues, l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le chinois et l'allemand. J'imagine que vous tweetez en plusieurs langues. Est-ce que vous avez parcouru le monde, vous avez été à Caracas, au Venezuela. Est-ce que vous pourriez vivre sans les réseaux sociaux, Dima? Là, plus. Non, c'est plus possible de vivre sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est difficile pour moi de passer une journée sans écrire sur Twitter ou sur Facebook, parce que c'est un outil très important d'être en contact avec l'actualité, mais aussi avec les gens. Et là, j'aimerais bien reprendre le point qui vient d'être discuté, le débat. C'est très important d'utiliser Twitter et Facebook pour, nourrir le débat, mais pour aussi enseigner les gens, parce que les gens
gens ne savent pas ce que c'est un débat encore dans le monde arabe. On a pris une certaine liberté d'expression aujourd'hui grâce aux révolutions arabes, mais on n'a pas encore appris à accepter l'autre. C'est-à-dire, on veut toujours imposer son opinion. En général, on trouve ça sur Twitter. D'ailleurs, c'est très difficile d'avoir un débat sur Twitter aujourd'hui parce que c'est plein de gens qui veulent absolument imposer leur opinion parce que c'est peut-être la première fois qu'ils se sentent un peu Merci. qui ont ce pouvoir, non, de pouvoir dire leur opinion. Dima Khatib, merci beaucoup à vous d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Bonne continuation à vous. Votre réaction, peut-être, en allant en Tunisie, on s'est aperçu finalement qu'il y avait une vraie vie démocratique, c'était un vrai laboratoire démocratique. On n'est pas pro-débat dans le monde arabe. Vous êtes d'accord avec Dima Khatib? On est dans le débat. C'est la première fois qu'on est capable de débattre dans notre pays. Ça fait plus de 50 ans, 56 ans depuis l'indépendance, et c'est ça qui est extraordinaire. Et justement, il faut en profiter. Facebook est là beaucoup plus pour débattre, pour oser sortir comme un catalyseur, questions. Finalement. C'est un catalyseur, les questions de société. Et aujourd'hui, sur la Constitution, on donne des arguments des points pour de que vue les gens opposés. comprennent quel est l'enjeu. Je voudrais quand même rebondir sur l'expérience tunisienne. Il s'avère que Facebook a un travers. Je crois qu'il faut se méfier de la centralisation de Facebook. Ce que j'ai apprécié, notamment à travers l'usage temporaire de cet outil, c'est que ça a catalysé, accéléré la révolution, les soulèvements. Il n'en demeure pas moins que le mouvement lors des élections en Tunisie, j'entends physique, était quand même beaucoup plus beau que ce qu'on voit sur Internet. Facebook qui ressemble plus à une cour de récréation où diffamation, rumeurs vont bon train. Merci beaucoup Nicolas Diaz, merci, on a compris votre propos. Merci à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On se retrouve dimanche prochain, merci à vous de nous suivre chaque dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro.